La grande interview sur BFM Business. Et tout de suite, j'accueille mon invité Anne-Laure Kiechel, qui est présidente de Global Sovereign Advisory. Bonsoir, Anne-Laure Kiechel. Merci d'être avec nous. Je sais que c'est toujours compliqué de vous avoir parce que vous êtes par Mons et par Vaux, parce que vous conseillez de nombreux États. On dit que vous êtes la conseillère favorite de nombreux pays, de tous les pays endettés. Vous avez été associée gérante chez Rothschild. Vous étiez en charge, évidemment, de l'activité conseil aux États. Beaucoup de questions à vous poser, comme vous pouvez imaginer. Puisque vous êtes conseillère des pays les plus endettés, vous peut-être vous occupez de la France, non ? On vous a pas demandé de vous occuper de la France ? Vous êtes occupé de la Grèce, vous pouvez bien vous occuper de la France. Écoutez, je n'ai pas eu cet honneur-là, et non, je pense que la situation française est finalement moins une question de dette, très honnêtement, qu'une question de construire et reconstruire l'économie. Parce que pour moi, ce qui est très important, c'est ce qu'on a en face d'une dette. Parce que finalement, bien sûr, il faut que les montants ne soient pas trop élevés pour créer un problème. Mais ce qui est plus important, c'est les revenus qu'on génère. Et les revenus, on les génère quand on a une industrie, quand on a une économie, quand on a des exportations. Et comme on sait, ce n'est pas forcément là où on est le meilleur. Et donc, pour moi, c'est ça qui est la priorité en termes de reconstruction et en termes de projet, plutôt que de juste parler de la dette. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas une dette qui est importante. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on ne soit pas vigilant. Tout ça, c'est très juste. Mais pour moi, la priorité, elle est plutôt du côté de l'économie et des recettes. Oui, mais en même temps, c'est bien un truc qui se mord un peu la queue parce que on vous dit, d'accord, il faut faire des réformes, mais faire des réformes, il faut avoir des marges de manœuvre. Or, on n'a pas de marge de manœuvre. Donc, vous voyez, on a l'impression qu'on est un peu dans une spirale infernale. Mais vous avez tout à fait raison. Mais en fait, on parle de deux choses qui ont des rythmes complètement différents. Oui. Parce que quand on construit une économie, quand on réindustrialise, quand on fait tout ce genre de choses, ça met des années. Et surtout, il faut le faire avec cohérence et consistance. On ne change pas une fois l'un, une fois l'autre, etc. Ça ne marche pas. Ouais. Par contre, ça, il faut dire ça politique, hein, oui. Oui, mais enfin, en tout cas, c'est comme ça. Vous savez, moi, je reviens, vous mentionniez que je voyageais beaucoup, je reviens du Golfe. Leur politique, elle est extrêmement cohérente, elle est sur la durée. Mais ils ont des moyens. Ils ont des moyens financiers. C'est vrai. Alors, tous les pays n'ont pas les mêmes moyens financiers. Il y a certains qui ont du pétrole. Dans le Golfe, certains ont du pétrole, certains n'en ont pas. Voilà. Et pourtant, regardez Dubaï. Ils n'ont pas de pétrole et ils ont pourtant réussi à créer une économie justement en se disant nous n'avons pas de ressources naturelles. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une économie ouverte, on fait une économie de la consommation. Enfin, ils ont créé un modèle qui ressemble un peu à ce que Singapour a pu créer. Et donc, ils ont créé leur propre modèle. Donc, tout ça pour dire qu'à chaque fois, en fonction de ses atouts, de ce qu'on a, on peut créer quelque chose, on doit créer quelque chose de cohérent. Et en face de ça, on doit avoir les finances publiques qui sont adéquates par rapport à ça. Si on essaie de regarder un peu les conséquences de cette guerre commerciale, ça bouge beaucoup aujourd'hui. On sait que la Giorgia Meloni, qui était à Washington, il y a eu ce coup de gueule tout à l'heure de Bernard Arnault qui a dit qu'il faut créer une sorte de zone de libre-échange avec les États-Unis, mais en tous les cas, il faut discuter avec les États-Unis. Et puis il y a le FMI, et il y a la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, qui dit, attendez, vous avez vu, on a la zone d'incertitude, donc il faut être très agile, mais elle a quand même baissé ses taux. Oui. Et puis le FMI qui dit des conséquences sur la croissance, mais pas de récession. Est-ce que ça vous paraît assez logique tout ça ? C'est quoi votre analyse ? Alors déjà, je voudrais faire le commentaire, parce que vous rappeliez à juste titre que Giorgia Meloni est aux États-Unis. Ouais. Et je voulais rappeler que la semaine dernière, Pedro Sánchez était en Chine. Donc je trouve ça particulièrement intéressant, parce que si on avait dit il y a quelques années que ça serait l'Espagne et l'Italie qui auraient comme ça des rôles finalement aussi importants en Europe, je ne sais pas si on l'aurait imaginé en tant que tel. Pour revenir sur la question que vous posez sur les États-Unis et puis sur ce que ça veut dire aussi sur la zone euro, il est très clair que pour les États-Unis, ça va vouloir dire, quel que soit finalement ce qui est décidé, parce qu'on voit qu'il y a quand même des changements dans les décisions, mais quel que soit ce qui est décidé, ça voudra dire une augmentation de l'inflation. Ce qui était très intéressant, c'est que quand il y a eu toutes ces annonces sur les tarifs, on a finalement peu parlé du chiffre d'inflation américain qui est sorti, qui était plus bas qu'attendu. Ça prenait évidemment pas en compte toutes les annonces sur les tarifs. Mais ce que ça veut dire, ça veut dire que la politique de Yellen, de l'ancienne patronne de la Fed, était tout à fait bonne et quelque part à mener là où il fallait, c'est-à-dire à moins d'inflation. Or ça, cette situation-là, une inflation à 2,4 par exemple %, ça ne sera pas durable et probablement ça montera vers les 4%. Première chose. Deuxième chose, la croissance. Je ne vois pas comment la croissance américaine n'est pas impactée. Ce n'est juste pas possible. Bon. Donc ça aussi, ils vont subir un choc de croissance. Et là, ce qui s'est passé pour eux maintenant devient un tout petit peu plus favorable, mais ils se sont quand même fait une grosse frayeur sur les émissions obligataires, puisque les taux, normalement, quand on a une crise, quand on a les actions qui baissent, normalement, les bonds
le prix des bonds est favorable, c'est-à-dire les taux, les rendements baissent puisque les prix montent. C'est normalement décorrélé. Or là, il s'est produit quelque chose qui se produit quasiment jamais, c'est-à-dire que les taux à 10 ans et à 30 ans, bien sûr, américains, ont monté et se sont rapprochés assez dangereusement de zones qu'on considère dangereuses, c'est-à-dire 4,5% et 5%, et on les considère dangereuses parce que ça veut dire que le coût de financement de la dette devient de plus en plus compliqué pour les Américains. Donc en fait, là, ils se sont... C'est pour ça que ça va. Il a calé du moins au moins quelques jours. Exactement, parce que ça devenait compliqué. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les marchés se sont emballés. Il y a eu un mélange de fonds japonais qui ont vendu, de fonds chinois, enfin des Chinois qui ont vendu, mais surtout de ce qu'on appelle un peu techniquement le basis trade, c'est-à-dire en fait il y a des traders qui ont des positions short, comme on appelle, et donc il y avait des appels de marge, et c'est pour ça que ça créait un phénomène technique dans le marché qui était assez dangereux. Et il y avait certains traders qui n'arrivaient pas à voir la quantité de ce qu'ils demandaient au prix où ils le voyaient sur l'écran. Donc ça peut créer un court-circuit de marché. Donc, comme évidemment, ils sont professionnels, ils savent ce qu'ils font, ils ont tout de suite vu ça. Le secrétaire au Trésor américain est très expérimenté sur tous ces sujets-là. Il a tout de suite vu le danger. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez prêté attention, mais le vendredi qui a suivi l'annonce des tarifs, il avait une phrase un peu étonnante en disant « Ah, le marché a bien fonctionné ». Et donc, ce qu'il voulait dire à ce moment-là, avant que ça s'emballe la semaine d'après, c'était on n'a pas eu de phénomène de problème justement de margin call et ce genre de choses. Donc, ça s'est produit la semaine d'après. Mais tout ça pour dire qu'ils étaient très à l'aguet, à l'affût de ce genre de choses. Donc, tout ça pour dire que pour le moment, ça va avoir des impacts négatifs sur l'économie américaine. Je suis incapable de vous dire de combien, je pense que personne n'est capable de le dire parce qu'il y a tellement d'incertitudes, ça ne serait pas raisonnable. Par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir l'effet que ça fait sur la Chine. Parce que la Chine vient de nous sortir des chiffres pour l'année dernière meilleurs qu'attendus. Parce qu'on disait le 5% ça va être de croissance, ça va être compliqué, et ils sortent mieux. Bon. Alors j'étais, avant d'aller au Moyen-Orient, en Chine, ils étaient assez confiants sur leurs chiffres de l'année dernière, mais sur l'année à venir, ils étaient un peu plus prudents en disant que ça sera plus compliqué à atteindre. Donc une vision assez lucide pour eux. Ça, c'était avant que la guerre soit, entre guillemets, officiellement déclarée. Et ils avaient déjà plus ou moins pris des mesures en disant, finalement, on a beaucoup trop de constructeurs automobiles, on a beaucoup trop de boîtes d'intelligence artificielle, on va rationaliser tout ça. Donc finalement, ce que ces tarifs font, bien sûr, il faut qu'ils y répondent, mais ça va les pousser dans la rationalisation qu'ils avaient de toute manière déjà décidé de faire. Et je pense, parce que la consommation n'était pas forcément très bonne, elle était un peu en berne, le moral était en berne, mais je pense que la remarque ou l'insulte de Jill Evans, les traitant de peasants, je pense que ça aura un impact et a déjà un impact extrêmement positif pour se ressouder, pour un sentiment nationaliste chinois et pour justement aider là-dessus. Passionnant, très intéressant, Anne-Laure Kiechel. Maintenant, la conséquence, c'est pour l'Europe. Oui. Parce que là, on parle des États-Unis, la Chine. Et la Chine, si elle va mieux, parce que c'est... Quel impact ça peut avoir sur l'Europe, sur nous? Alors, est-ce qu'effectivement, on va avoir ces vagues déferlantes de produits à bas coût chinois? Vous y croyez? Comment vous voyez l'existence de l'Europe, la survie de l'Europe entre ces deux pôles? Moi, je pense que, comme souvent, l'Europe est un moment historique. Et ça va être un peu aussi ce qu'elle arrivera à décider pour elle-même. Pourquoi je dis ça? Le dollar, avec ce qui s'est passé, a quand même été un peu... il y a certaines personnes abîmées, exactement. Oui, dans son côté valeur de référence, valeur refuge. Exactement. Oui. Des gens se sont déjà mis plus sur l'euro que sur le dollar. Donc c'est le moment, me semblerait-il, de réaffirmer l'importance, la stabilité de l'euro. Plus que jamais, si on veut vraiment devenir une monnaie de référence, je pense que c'est le moment de le marquer et de le montrer. Mais il y a quel problème? Alors, on ne va pas refaire l'histoire. Enfin, là, on n'a pas le temps, malheureusement. Mais vous allez dans l'aéronautique, vous êtes obligé de payer en dollars. Dans l'énergie, il faut payer en dollars. Mais pour défaire ça, on n'y arrivera pas comme ça. Non, mais alors que ça serait la chance. Mais absolument. Vous avez bien entendu raison. Alors, en effet, ça sera aussi un processus de long terme. Mais commençons déjà par avoir une monnaie où on comprend la politique, où on a quelque chose, où on a une direction, etc. Mais vous avez parfaitement raison. Les États-Unis, au-delà de la suprématie du dollar, ont la suprématie sur, j'appellerais ça l'industrie financière et les flux. Et en effet, vous ne pouvez rien faire. Même le pétrole, vous ne pouvez vraiment rien faire sans passer par le dollar. Et c'est en effet quelque chose de bloquant. Bon, mais ça, c'est déjà pour la monnaie. Sinon, ce que l'Europe doit faire, et ça va être très, très important, parce que l'Europe n'a pas une vision homogène du sujet de tarifs.
au fond. Parce que non, l'Allemagne et l'Italie... Aujourd'hui, on le voit bien. Mais voilà, mais c'est toute l'histoire d'avoir une zone qui est non homogène. Qui est non homogène. Donc finalement, la France, elle est un peu neutre dans cette histoire, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'on n'est pas vraiment... On est moins... Malheureusement... Si on Bernard Arnault, non. On est globalement moins touché que les autres pays, mais c'est pas pour une bonne raison. C'est parce qu'on n'exporte pas autant que ce qu'on devrait. Il y a toujours deux manières de raconter l'histoire. Oui, enfin, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on exporte, mais on exporte plutôt dans la zone européenne. Ça, c'est vrai. Mais donc, 45%, je crois. Exactement. Non, c'est vrai. Bon, maintenant, l'Allemagne et l'Italie ont évidemment un agenda qui est tout à fait différent. Ah, oui. Et pour eux, les exportations, et en effet, les États-Unis sont extrêmement vitaux. Donc, ça, c'est un test, et tout le monde en est bien conscient. C'est un test pour la zone euro de savoir, avec des intérêts divergents par pays, va-t-on réussir à avoir une politique commune et qu'est-ce qu'on fait? Parce que même au-delà des pays dont on parle, pensons à l'Irlande. L'Irlande, essentiellement autour de l'industrie pharmaceutique. Si je schématise un peu, mais pourquoi et puis des GAFAM. Voilà. Avec un taux d'imposition à 12,5%. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe si jamais il y a vraiment de nouveau quelque chose sur les tarifs de pharma qui, pour le moment, ont été épargnés, mais on a dit qu'ils ne le seraient pas? Il se passe quoi? Évidemment, eux, ça ne va pas leur plaire. Bon. Donc, en fait, le grand test de la zone euro, il est maintenant. Et tout le monde va regarder ça de manière extrêmement attentive. Si on arrive à s'en sortir avec quelque chose de cohérent, je suis plus optimiste pour l'Europe. Vous venez de dire une phrase alors qui tient l'importante, c'est que le grand test, c'est maintenant le grand test pour l'euro. Oui, absolument. Vous n'avez pas dit pour l'Europe, vous avez dit pour l'euro. Absolument. Il y a un risque sur l'euro. Enfin, on va le tester. Est-ce que vous pensez qu'il va être testé par les marchés et que là, de ce point de vue-là, on va voir s'il résiste ou pas? Je pense qu'il est testé positivement. C'est pour ça que je dis que c'est une grande chance pour nous. Parce qu'on peut être une monnaie, l'euro peut être une monnaie refuge. L'Europe peut venir avec une politique qui est cohérente. Et dans ces cas-là, l'euro se trouvera aussi renforcé, voulant dire c'est la monnaie d'une politique cohérente. Et on a la possibilité de rattraper certaines erreurs qu'on a pu faire par le passé. Rapidement, malheureusement, l'impact, puisque vous parlez de la Chine, l'impact sur les pays émergents. Parce que là, est-ce que ça ne va pas les faucher un peu? On voit l'impact sur le Mexique, sur le Brésil, qui essaie de négocier. Alors là aussi, c'est très inhomogène. Puisque par exemple, en fait, c'est peut-être contre-intuitif, mais l'Égypte ou la Turquie s'en sortiront finalement relativement bien. Exactement. Alors, Madagascar, le Lesotho, si on veut, et évidemment des gens comme le Bangladesh, je veux dire, qui ont en fait rien à voir dans l'histoire. Et en fait, c'est d'autant plus absurde, par exemple pour le Bangladesh ou pour le Vietnam, qu'en fait, on leur dit achetez plus de produits américains. Mais quand vous avez des PIB par habitant qui sont aussi bas, concrètement, on veut qu'ils achètent quoi d'américains? C'est absolument... Voilà. Donc, mais du coup, sur les BRICS, sur les pays émergents, vous voyez quoi comme... Donc je vois des choses extrêmement non homogènes, parce que certains vont tirer leur épingle du jeu, parce que certains aussi ont des politiques différentes. Vous parliez du Mexique. Le Mexique a fait un choix politique de s'arrimer aux États-Unis. Ça ne va pas changer, ça ne change pas, c'est depuis des décennies. Il va le payer quand même là. Oui, mais ils vont plus ou moins trouver un accord qui après est en ligne avec ce qu'ils ont fait comme choix économique. Je n'ai pas dit qu'ils étaient contents, ils ne sont pas contents. Mais enfin, ils ne vont pas changer de choix économique par rapport à ça. Le Brésil, qui a fait le choix d'une diversification, le Brésil, c'est à peu près un tiers Europe, un tiers Chine, un tiers États-Unis. Donc eux, ils vont ça les aide. Ils n'étaient pas dans une situation si facile. Eux, ça les aide. Donc vous voyez, en fait, il y a pour chaque pays en fait une réponse différente. J'espère que vous reviendrez nous voir pour avoir la suite. Parce qu'à mon avis, dans un mois, dans 2 mois, la réponse, elle sera... même dans quelques jours. Même dans quelques jours, absolument. Je n'osais pas le dire. Merci beaucoup, Anne Lartichel, d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle, présidente de Global Sovereign Advisory. Merci beaucoup. Tout de suite, vous retrouvez les experts, Guillaume Paul. La grande interview sur BFM Business.